direction l'océan Pacifique, à 1700 km au sud-est de Tahiti. L'archipel des Gambiers, avec ses 4 îles principales et ses îlots inhabités, offre aux visiteurs un visage préservé de la Polynésie. « 2000 habitants, des plages paradisiaques, des fonds marins d'une richesse exceptionnelle. » Et dans ce bout du monde, un édifice classé monument historique. En 1838, les missionnaires catholiques s'installent et bâtissent avec les habitants la cathédrale Saint-Michel, la première de Polynésie. Un monument hors du commun construit en pierre de corail. Mais aujourd'hui, la vieille dame de 170 ans est bien malade et les habitants des Gambiers ont créé l'association Sauvons la cathédrale pour redonner vie à l'édifice. Ce matin, après 30 heures de voyage, Pierre-Antoine Gattier, architecte en chef des monuments historiques, arrive pour coordonner le début du chantier. La cathédrale Saint-Michel, à 18 000 km de Paris, est un chantier hors du commun pour cet architecte, habitué à restaurer des grands monuments historiques en métropole. À chacune de ses venues à Mangareva, l'émotion est toujours aussi forte. Voilà, c'est magnifique. La traversée de l'atoll, puis alors on traverse l'atoll en surveillant la cathédrale, en la découvrant toujours avec la même bonheur. Pierre-Antoine Gattier ne restera que 4 jours sur place et son programme est chargé. Il retrouve Dominique Touzeau, un architecte installé en Polynésie qui fera le suivi du chantier et les artisans qui formeront les habitants au métier de la restauration. Un projet de transmission des savoirs imaginé avec l'association Sauvons la cathédrale. La philosophie du projet, je pense que c'est un rêve qui est partagé, c'est-à-dire c'est sauver un édifice, mais c'est le restaurer comme il a été construit, c'est-à-dire avec les Mangaréviens. Donc c'est vraiment la population de Rikitea, de Mangareva, qui réalise le chantier, aidée par des techniciens des métiers de restauration. Première surprise pour Pierre-Antoine Gattier, le maçon arrivé de Bretagne depuis une semaine a fait une découverte en auscultant la façade de la cathédrale. Face au manque de matériaux disponibles sur l'île, les bâtisseurs de l'édifice ont fait preuve d'ingéniosité. J'avais compris que c'était à refaire en pierre, mais non. C'est ça, il y a toute une partie bois. Ouais. Ouais. La pierre s'arrête au niveau des têtes de chapiteaux, oui. des hauts de colonnes. En fait, ce porche, il est entièrement en bois. Et quand vous le regardez, vous avez l'impression que lui aussi, il est réalisé en maçonnerie. Et pas du tout. Regardez, partout, c'est des pièces de bois qui sont clouées et qui reçoivent un badigeon. Donc là encore, une capacité à inventer des techniques de mise en œuvre. Il y a un projet architectural, et puis on invente avec les matériaux qui sont sur place, avec les équipes qui sont là, avec les compétences, pour réaliser cet ensemble. Et le passage de la pierre au bois est absolument extraordinaire. Ici, vous ne pouvez pas utiliser autre chose que ce qui existe. Ici, par rapport au chantier de la cathédrale médiévale de la métropole, où vous pouvez rêver de faire venir telle quantité de pierre plus fine pour de la sculpture. Ici, vous ne pouvez pas. J'ai commencé par faire un relevé de tous les décors. D'accord, très bien. Démonter toute la toiture, avec l'échafaudage disponible, et on fera la dépose du bois ensemble. Entendu. Ouais. Parfait, super. Bien joué. Tous les murs de la cathédrale et le badigeon blanc qui les recouvre ont été façonnés avec une chaux unique à base de corail, la seule utilisée aux Gambiers au XIXe siècle. Pour se rendre compte de l'étendue des dégâts, le maçon doit sonder les murs. Cachée par une couche d'enduit, apparaît la chaux corallienne. Voilà, on trouve de la fleur de corail. Incroyable, c'est magnifique. On peut en sortir délicatement ou pas? Elle coupe, faire attention parce que c'est un peu coupant. On a vraiment la fleur qui a servi à maçonner le mur. C'est absolument magnifique, l'espèce de blanc.
tout est fait avec cette pierre claire, en fait, qui parsème les Motu, donc c'est ces îles en périphérie des atolls. Et donc c'est cette pierre de corail qui est utilisée pour faire de la maçonnerie. Et donc on voit ici, vous voyez, tous les fragments de corail. Deuxième jour sur l'archipel pour l'architecte des monuments historiques. Aujourd'hui, il prend la mer avec Didier, le chef couvreur, et quitte Mangareva pour visiter les îles voisines. Ils veulent observer un ensemble de constructions étonnantes. Car la cathédrale est loin d'être l'unique édifice bâti par les missionnaires. Quand les frères de Picpus débarquent en 1835, c'est d'abord sur ces îlots qu'ils érigent les premières constructions qui marqueront le point de départ de l'évangélisation de tout le Pacifique. Ils construisent tout. Ils inventent une société nouvelle. Bien sûr, le religieux, le sacré, la religion chrétienne est au sommet de ce qu'ils mettent en place, dont des édifices religieux, mais il y a également donc, un phare, des amers, des presbytères, les écoles, des couvents. Donc voilà, une œuvre de bâtisseur absolument incroyable. À Aokena, Pierre-Antoine et Didier sont accueillis par Lucas, l'unique habitant de l'île. Non, c'est juste à côté. Le premier prêtre polynésien est sorti d'ici. Et il est resté à Mangareva. C'est ici que furent convertis, puis formés à la prêtrise, des centaines de jeunes des Gambiers, qui à leur tour partirent évangéliser d'autres archipels. Pierre-Antoine est émerveillé par le site. Pour voir C'est le splendide, travail. Pour voir le travail qui a été Ouais. Et on voit toutes les traces d'outils, Voilà, une très grande qualité de mise en œuvre. formidable. C'est toujours la leçon pour un architecte, c'est-à-dire que vous avez cette architecture faite sans architecte, et finalement, eh bien, elle est pleine de qualité, mais au-delà de ça, elle est savante, elle est intelligente. Ouais, c'est très impressionnant. C'est un peu comme le grand modèle du monastère cistercien au XIIe siècle. On avait le grand dortoir à l'étage. Ouais. Ouais, ouais. L'habitude des gens. Ouais. Non, mais c'est très beau. La visite se poursuit sur l'île voisine d'Aokamaru. Alors, on la voit à la chapelle, là, avec la couverture anti-mécanique. On reconnaît ce paysage caractéristique avec cocotier en bas, avec les maisons, puis la montagne. C'est vraiment... Non, mais ça, je trouve ça vraiment... Sur cette île se trouve un autre chef-d'œuvre, la première église construite au Gambier par les missionnaires. Elle s'appelle Notre-Dame de la Paix. Conçue comme une réplique en miniature de la cathédrale de Chartres avec ses deux tours asymétriques et ses colonnes, l'église est un hommage à la ville d'origine du Père Laval, le fondateur de la mission. Ouais, c'est très beau. Qui joue avec la lumière, qui rend des ombres. Toujours ce registre classique. Mais moi, ce qui me fascine, c'est la capacité en fait d'invention. Chaque île, une chapelle différente. Donc c'est pas un système où on crée un modèle que l'on va répéter indéfiniment. Non, à chaque fois, on invente, on crée et on impressionne ainsi. Mais la conquête du Pacifique par les missionnaires s'est faite dans la douleur. De 1840 à 1880, ils imposent le monothéisme et détruisent les traces de la culture traditionnelle. Plus d'une centaine d'édifices civils et religieux sont érigés sur tout l'archipel. En 40 ans, la population est décimée par ce travail de forcené et passe de 2200 âmes à 450. Aujourd'hui, bien que conscients de leur histoire, les insulaires demeurent très pratiquants. Et c'est dans le gymnase que les fidèles assistent à la messe en attendant la réouverture de leur cathédrale.
Mais le plus grand défi du chantier est la restauration de la charpente. Avec Fabien, le charpentier qui restera sur place tout le temps des travaux, Pierre-Antoine Gattier, l'architecte en chef, veut faire un diagnostic de l'état des poutres. Ça se démonte facilement? Ça va. À 2 jours de son retour à Paris, cet état des lieux est déterminant pour la mise en œuvre des travaux. Alors ils vont déposer plusieurs plaques de la couverture installée en 1970. Ça va, ça se démonte pas mal quand même. Pour un Ouais. truc qui a Ouais, en 30 fait, ans, c'est étonnant, qui est ouais. bord de Ouais. mer. Ouais, c'est pas trop grippé, ouais. Ouais. En fait, outre le problème de l'emploi de ce matériau, c'est qu'en termes d'inscription dans le paysage, c'est absolument terrible. Cette couverture industrielle gâche complètement la qualité de l'édifice. Donc pour des raisons sanitaires, pour des raisons d'architecture, on dépose avec soin et on remplace par un bon matériau de couverture. Il faut s'essayer de ne pas la casser, quoi. À l'origine, c'est un toit en feuilles de pandanus, un arbre local qui recouvrait la cathédrale. Incroyable. Et ça, c'en est, tu vois. Ça, c'est sûr, parce que le pandanus, il y a des petits crochets, quoi. Des vestiges de feuilles de pandanus. On découvre beaucoup de vestiges, la couverture en pandanus végétal. Donc ça, c'est les joncs sur lesquels étaient accrochées les feuilles. Et je pense que si je cherche bien, je vais en trouver d'autres. Donc ça, c'est les joncs. Les missionnaires, en fait, ont l'intuition qu'il faut utiliser les techniques, les savoir-faire des Polynésiens. Et donc la première couverture est faite comme l'architecture, je dirais, légendaire polynésienne, en couverture végétale. Donc ça, c'est ce qui va être mis en place en 1830. Et on sait qu'à la fin du 19e siècle, on renonce à cette couverture végétale. C'est le passage en fait à l'architecture permanente. On abandonne le végétal pour une couverture à la moderne, en tuiles mécaniques. On voit le revers de la voûte, les ligatures. Donc en fait, il va y avoir un nettoyage important des araves à faire. Ouais. Tout en ménageant un peu une réserve archéologique. Il faut laisser en place donc, une partie de ces vestiges. Ouais. Les tôles seront bientôt remplacées par une couverture en cuivre. Mais la partie la plus étonnante de la charpente se trouve au-dessus de la voûte de la cathédrale, qui culmine à 50 mètres de haut. Merci. Pierre-Antoine et Fabien y poursuivent leurs investigations. Conçue selon une méthode unique, la voûte est simplement suspendue à la charpente principale et retenue uniquement par des liens en fibre de coco, selon une technique polynésienne appelée le nappé. La voûte qui est ici, elle est suspendue à la charpente. Et cette voûte, en fait, elle est constituée de cerces de coco, suspendues à des lys. Et toute la voûte elle-même, en fait, est constituée d'un treillage de roseaux qui reçoit son application de chaux corallienne. Et le tout est suspendu par les fibres qui sont ici à la charpente. Cette pièce de charpente est très altérée. Les fibres ont tous lâché. Voilà. Donc comment faire pour consolider cet ensemble tout en préservant son authenticité? Un truc qui m'intéresserait, en fait, ce serait d'essayer en fait, de démonter les ligatures pour Tu récupérer. les démonter carrément. Ouais, essayer de voir si on peut, pour voir si c'est difficile. On n'a jamais essayé. L'architecte veut restaurer la charpente à l'identique. Mais il faut pour cela retrouver les arbres locaux utilisés à l'époque et surtout fabriquer le nappé, ces fameux liens en fibre de coco. Je ne trouve pas les adjectifs pour qualifier cet ouvrage exceptionnel, unique. C'est la fusion culturelle faite de l'art des charpentiers parisiens, apporté par les missionnaires, et des Polynésiens qui ont apporté leur propre savoir-faire. Et donc c'est une espèce de rencontre culturelle pour créer cette charpente unique. Mais bon, c'est vite très dur. Hein. Ouais, voilà, ouais. Je pense que c'est assez... Pour sauver la charpente et la reconstruire avec les techniques du 19e siècle, les membres de l'association ont retrouvé la dernière habitante des Gambiers qui sait encore confectionner le nappé.
Ici, tous les habitants l'appellent Mama. Originaire d'un autre archipel, c'est son père qui lui a transmis son savoir. Fabricant de pirogues, il utilisait le nappé pour assembler les troncs d'arbres. Aujourd'hui, c'est aux jeunes du centre éducatif que Mama et Mata transmettent cette technique. Tu coupes la chambre. Voilà. Depuis 4 jours, ils font cuire des noix de coco dans des paniers tressés. C'est Dominique Touzeau, l'architecte installé en Polynésie, qui l'a persuadé de mettre son savoir au service de la restauration de la cathédrale. Voilà. C'est fait le panier pour le napper dessus, dedans. Hein? T'as vu? Voilà. T'as combien de coco, maman, là? 6. 6. Voilà, parce que ça, c'est le petit coco, on met 6. Okay. Mais on ne peut pas prendre n'importe quel coco. Hein? D'accord. On prend le coco qui est long, qui est ovale. Au sol ou sur l'arbre? Sur l'arbre. Sur l'arbre. Voilà. Et c'est un coco spécial ou c'est n'importe quel coco? N'importe. C'est pas le moto? Au moto. Au moto. Au moto, voilà. Après, on va ramener ça trempé dans l'eau de mer. Hein? Tu laisses dans l'eau de mer combien de temps, maman? Dans 4 jours. 4 jours. Après la cuisson, les noix de coco sont transportées jusqu'à la mer. On va les y plonger pour que la fibre de l'écorce ramollisse. Il faut apprendre les enfants comment il faut faire. Ouais, hein? je pense que ça va leur faire plaisir. Voilà. Pour l'avenir, quand il va faire grand, voilà, il sait comment il faut faire les... Oui, puis c'est des techniques qui ne se perdent pas, quoi. Ça fait aussi partie de la culture. C'est pas simplement un projet architectural, c'est aussi un support pour permettre aux jeunes de Mangareva de se réapproprier des techniques qui se sont un peu perdues. Les Mangaréviens sont quand même les descendants de bâtisseurs remarquables. Donc il y a ce projet avec Mama qui a cette connaissance et qui transmet ce savoir. Et donc les jeunes que l'on voit derrière et que l'on a vus au travers du four donc, participent à cette formation. Le lendemain, les élèves sortent d'autres sacs de coco mis à l'eau il y a plusieurs jours. Voilà. Incroyable. Pierre-Antoine Gattier veut être sûr que la technique fonctionne. Voilà. Ah, il faut que ça attende 2 semaines. Voilà, 2 semaines. Quand tu vas frapper, ça va Ouais, être... Voilà. Ça va être tout gorgé d'eau. Tombé, voilà. Ça fatigue, hein? Non? Les écorces sont ensuite battues pour séparer les fibres de la noix de coco. T'en as un là? Ouais, donc ça fait à peu près 15-20 cm, quoi. Hein, c'est Ouais. ça? Hop, sans se faire écraser les doigts. Sans se faire écraser les doigts. Toc. Alors, voyons voir. Tiens. Ouais, 20 cm. Ouais. 20 cm. Donc, Donc les kilomètres de cordes sont faits par l'assemblage qui une de fois tressé fibres de 20 3 cm. cm. C'est incroyable. Voilà, c'était utilisé Ben oui, pour les pirogues. pour le pirogue, voilà. Et ce que vont faire les missionnaires, c'est qu'en fait, ils vont utiliser le savoir-faire des piroguiers pour faire de la charpente. Donc il y a une transmission, passage, changement de métier. Ouais. Allez. On fait comme ça. On roule les fibres du... Il faut maintenant une infinie patience Voilà. pour tresser ces fibres qui vont servir à soutenir la charpente de la cathédrale. On fait comme ça. Ouais, une tortille encore. Voilà. Et on rajoute des brins au fur et Voilà. à mesure. C'est ça qui est incroyable. Pour faire le nappé, il faut pour un mois pour faire le rouleau comme ça à 50 mètres, pour faire le cathédrale, mais c'est beaucoup de travail. Hein. Un mois de travail pour 50 Un mois de mètres. travail pour avoir 50 mètres. Allez, maman. Tout le monde veut être à côté de Mama. Grâce à Mama et Mata, Pierre-Antoine va pouvoir restaurer la voûte de la cathédrale à l'ancienne Génial. avec la technique traditionnelle du nappé. L'accueil arrivera par là, il y aura le chant des enfants, tout le monde accueillera. Le lendemain, les Gambiers fêtent l'ouverture officielle du chantier. C'est très très impressionnant. Et puis alors, Pierre-Antoine Gattier peut rentrer confiant à Paris.
Le projet de l'association Sauvons la cathédrale va pouvoir démarrer et les habitants participer à la remise à neuf de leur monument. Aujourd'hui, la perle du Pacifique a réouvert ses portes. Nous retrouvons la Polynésie, plus particulièrement l'archipel des Marquises, à 1500 km au nord-est de Tahiti. Des îles volcaniques au relief tourmenté qui plongent directement dans l'océan, sans la protection de la barrière de corail. Pays d'adoption du peintre Paul Gauguin et de Jacques Brel, les Marquises ont toujours fasciné les voyageurs curieux. Sous ces forêts, l'archipel cache des trésors, ceux d'une civilisation qui a failli disparaître. Pierre Rottineau est archéologue à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Il est le seul archéologue français à effectuer des missions régulières en Polynésie depuis plus de 20 ans. Ce matin, il arrive à Ivaoa, la deuxième plus grande île de l'archipel. Marquisien d'adoption, Pierre y a passé la plus grande partie de sa vie. Son beau-père était archéologue et lui a transmis sa passion pour l'étude des peuples du Pacifique. Et l'archipel était terriblement très peuplé dans les temps anciens, avant l'arrivée des Occidentaux. Et donc il y a des sites partout, les îles ne sont pas immenses. On a à peu près 1300 km² de terre émergée, réparties sur 6 îles principales, 2 autres îles. Donc déjà il faut passer d'une île à l'autre, c'est pas toujours facile. Mais il y a énormément, il n'y a pas assez d'archéologues, ça c'est évident. Comme à chaque fois qu'il revient à Ivaoa, Pierre est attendu par un couple d'amis passionnés d'archéologie. Moi, ils me donnent un coup de main, c'est toujours agréable de travailler avec eux. Et souvent, ils ont découvert des sites parce qu'ils adorent les prospections, ils crapahutent un peu partout. Et lorsque je viens à Ivaoa, ils me montrent ce qu'ils ont découvert. Et nous avons le temps, souvent, quand même, pendant quelques jours ou une semaine un peu plus, de faire des relevés ensemble. Salut Eric, ça va? Ça va Eric? On va aller manger d'ailleurs. Au gré de ses missions, l'archéologue ne peut revenir à Ivaoa qu'une fois par an. Alors qu'il vient à peine de débarquer, Catherine l'emmène à Puamahu, le site le plus important de l'île. Elle y retourne régulièrement pour surveiller l'état des fameux grands tikis que Pierre a restaurés il y a 20 ans. L'archéologue amateur a remarqué que les grandes statues se dégradaient. Pauvre tiki là. C'est un peu trop dégagé. Moi, ça ne me ferait pas plaisir d'être à leur place là, en plein soleil, sous la pluie. Pour faciliter l'accès au site, beaucoup d'arbres ont été coupés. Et aujourd'hui, ces sculptures érigées au XVe siècle, symboles de la culture marquisienne, sont menacées par le soleil, le vent et la pluie. Les tikis, c'était des ancêtres, donc des personnes qui étaient très importantes dans la vie de la communauté. Et au moment de leur mort, comme ils avaient été importants de leur vivant, il y avait des rites pour leur faire atteindre l'au-delà, disons dans de bonnes conditions, et le statut d'ancêtre protecteur. Et ces ancêtres pouvaient petit à petit, selon leur importance, selon les rituels, accéder même au rang de divinité. Donc on peut dire que ce sont des ancêtres divinisés. Et là, vous en avez un qui est debout, bien sûr, à pied. Il est cassé. L'autre à côté est quasiment intact, mais là, s'il y a une faille, il faudrait vraiment faire quelque chose, sinon il ne va pas durer éternellement. Là, il y a un imbécile qui a tracé avec un couteau, ici, pour accentuer la forme, parce qu'il ne voyait pas bien l'œil, alors je suppose qu'il a voulu gratter, mais ce faisant, il accentue l'érosion. Si on regarde là, là aussi, tu vois, ça a sauté, ça. Il y a un trou dans la mousse, c'est pas naturel, ou là également. Donc quelqu'un a gratté,
on ne voit plus les détails. Il y avait un ethnologue allemand qui était passé en 1897-98. Il avait fait des photos. On voyait des tas de détails. Bon, là, les pectoraux. Mais sur l'œil, ici, il y avait des petites cannelures, des petits dessins sur l'œil. Ici, on les voit encore un petit peu. Et ça s'altère complètement. Là, il y a une fissure qui est ici. Là. Et c'est pour ça qu'il a perdu le bras. 12 cm, tu vois, dans la fissure ici, tu vois. Et donc, ça le coupe complètement. Mais c'est affreux parce que dans 10 ans, si on ne fait rien, il sera vraiment en piteux état. Et ici, c'est vraiment un site majeur. Enfin, il est unique aux Marquises. Les divinités de Pouamaou ont des points communs avec les statues géantes de l'île de Pâques, pourtant plus récentes. D'après les historiens, ce sont les Marquisiens qui auraient peuplé cette île à 3000 km plus à l'est dans le Pacifique. Pour protéger ce site, Pierre va une nouvelle fois alerter les autorités et demander son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Des centaines de sites comme celui-ci existaient aux Marquises et Catherine et Eric en ont répertorié des dizaines. Elle est peintre et dessinatrice. Il est professeur de mathématiques et chaque week-end, ils partent à la recherche de nouveaux vestiges. Voilà. Et là, ils ont dû oublier une partie de la structure. Au fil des ans et de leurs travaux, ces amateurs passionnés sont devenus des références pour la communauté scientifique. En fait, on n'a pas vu le temps passer. C'est pas qu'on l'a décidé dès le départ, c'est qu'on se retrouve là 10 ans après. Et on est bien, on a toujours envie, j'ai toujours envie de peindre ces arbres qu'on voit là, qui sont merveilleux, le mariage des racines et des cailloux, et puis de chercher comment vivaient les anciens. On s'est intéressé à l'ancienne culture, et donc derrière ces tas de pierres, on a vu les anciens Marquisiens tels qu'ils vivaient à l'époque. Enfin, on a commencé à les imaginer, on a commencé à entendre résonner les paous derrière tout ça, les danses, la vie. Et donc, quand on a été capable de différencier un site d'habitation d'un site de prière ou d'un site de jeu, de danse, etc., ben voilà, on s'est passionné et les cailloux sont devenus tout à fait autre chose. Dans leur petit paradis du bout du monde, ils ont choisi de vivre à la marquisienne. Alors Eric, ça y est? Il est cuit. Aujourd'hui, même cuire le mei, le plat traditionnel, n'a plus de secret pour eux. Super. Allez, Toumoumei, hop, directement, ils descendent et hop, on se met dessous. On allume le feu, c'est fini. Toumoumei, c'est Alors Toumoumei, Toumou c'est l'arbre, Mei c'est le fruit de l'arbre à pain. Donc c'était la nourriture des anciens Marquisiens, la nourriture principale. Leur jardin est un véritable garde-manger à ciel ouvert. Là, tu as un cocotier, tu vois, avec les cocos qui pendent là. Et qui, bon, alors avec ça, on peut faire du lait de coco qu'on mélange au poisson cru. Tu as également tout là-bas un manguier avec des mangues, donc sucrées merveilleusement. Tu as également des ananas plus près ici, tu vois, juste. Ici, tu as un avocatier donc, qui a poussé tout seul. Là, le pamplemoussier, qui est beaucoup plus ancien. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Des bananiers, voilà. On l'appelle la gambie. Elle donne des bananes assez petites et qui sont vraiment merveilleuses pour le séchage. Pour le repas, Catherine prépare le fruit de l'arbre à pain récolté dans le jardin. Alors, les Marquisiens, souvent le pilent avec un pilon, avec du lait de coco ou avec un peu d'eau pour faire du kaakou. Et c'est super bon. Mais bon, moi, je ne sais pas bien faire. Hein, je suis pas... C'est un petit peu comme la pomme de terre chez nous. C'est un petit goût de châtaigne. C'est très bon. Et c'était d'ailleurs l'aliment de base des anciens. Et c'est celui qu'ils stockaient dans ces grandes fosses. Ils le mettaient à fermenter donc dans une fosse étanche, étanchéifiée. Il y a des feuilles tout autour et après on recouvre de terre, bien tassée, pour que l'air ne pénètre pas. Et ça pouvait se conserver pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors même quand vous faites la cuisine, vous pensez archéologie? Oui, je crois on trempe dedans.
On y pense tout le temps. Les anciens sont là. Depuis 10 ans, les archéologues amateurs ont mis au jour plus de 250 sites ensevelis sous la végétation. Cette fois encore, ils pensent avoir fait une découverte d'importance. Un rocher recouvert de pétroglyphes, des gravures anciennes. Et le pétroglyphe, il est dans cette partie-là, ici. Regarde, il est... Une découverte qu'ils veulent faire partager à Pierre. Et immense, alors cette pierre, elle est grosse. Oh, c'est un rocher qui doit bien faire 2,50 m de haut et à peu près un peu plus en largeur, 3 mètres, quelque chose comme ça. Dès demain matin, ils partiront pour la vallée de Manavaille, sur les traces des anciens marquisiens. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 10 000 à peupler l'archipel. Au début du 19e siècle, ils étaient encore 100 000. Avec l'arrivée des colons, les maladies et l'alcool ont décimé la population. Arrivé il y a plus de 2000 ans d'Asie du Sud-Est, le peuple des Marquises avait développé une culture riche avec ses danses, ses sculptures et ses tatouages. Des traditions parfois interdites par les Européens. Aujourd'hui, les archéologues tentent de les faire renaître. Départ pour la vallée de Manavaille à 400 mètres d'altitude. Pierre, Éric et Catherine retrouvent Paco, un guide nature qui les accompagne avec ses chevaux. Marquisien, il se passionne lui aussi pour les vestiges laissés par ses ancêtres. Pour tenir la pente Non, regarde, il y a un petit plat et puis quelques alignements de pierre. Il faut s'enfoncer dans la forêt et marcher 2 heures pour atteindre le trésor découvert par Éric et Catherine. Oh, attention, la pente est un peu forte. Avec eux, je m'attends à tout. C'est difficile parce que je ne me rends pas bien compte aussi de la dimension de ce rocher. Il a l'air assez grand quand même. Hein. Ça glisse et ça pique. Regarde, on arrive. Regarde Pierre, on arrive sur le rocher, la page d'écriture des anciens marquisiens. Il n'est pas petit. Ils nous ont laissé des hiéroglyphes à déchiffrer. Hein? Oui, il fallait tomber dessus là. Regarde, c'est beau, hein. Ils ont choisi le plus beau bloc parce que les autres sont bien plus petits. C'est un beau rocher. Ah, hein. oui, dis donc. C'est un beau rocher. Et finalement, vous restez très loin, un petit peu à l'écart, comme si vous aviez peur presque. Oui, pas tout à fait, mais c'est une sorte de respect, puis ça fait tellement plaisir de voir ça. On ne se jette pas dessus tout de suite, quoi. Puis on se demande qu'est-ce qu'il fait là, donc on regarde aux alentours pour essayer un petit peu de le situer dans son contexte. Il est superbe. Hein. Ça serait bien de faire un relevé, non? Oui, avant qu'il pleuve. Hein? Oui, avant qu'il pleuve. Pour révéler les secrets des gravures, les archéologues réalisent une empreinte sur papier. Un travail nécessaire pour conserver et archiver les motifs de ces dessins millénaires. On va essayer ces feuilles. J'avais testé ça à Nukuiva, c'était pas mal. Il faut faire délicatement. Pour saisir chaque détail, Pierre a sa technique bien à lui. Il utilise des feuilles locales qui servent pour les tatouages et les teintures. Et ben non, celles-là, elles ne sont pas fameuses. Celle-ci, c'est mieux, voilà. Ça c'est très... Avec la nervure centrale. Moi, je trouve ça merveilleux parce que habituellement, je relève plutôt des schémas, des plans, des relevés de plateformes de pierre. Mais je veux dire, l'iconographie marquisienne, je la trouve à la fois d'une élégance, d'une beauté. Et il y a une part de mystère parce qu'on aimerait... C'est très plaisant et c'est frustrant parce qu'on ne peut pas interpréter totalement. On donne des interprétations, des hypothèses, mais il manque tellement de choses. Ce n'est pas une représentation comme ça figurative, un cheval, un arbre. Pour arriver à ce motif-là, ça ne s'est pas fait. Il y a toute une philosophie, une conception de la vie derrière. Et on aimerait bien atteindre cette mentalité, cette conception de la vie. Mais là, il nous manque trop d'éléments. De nombreux mystères restent à percer, mais très vite l'empreinte révèle des cercles concentriques, des hipoux, que l'on retrouve sur de nombreux sites.
Ils sont le symbole de la procréation. Mais là, je vois vraiment un personnage avec les bras, ici, les 2 bras supérieurs, évidemment, la tête, le corps, et il a 2 jambes. Et 2 jambes qui sont évidemment, qui rejoignent ce hippo. Et à l'intérieur du hippo, on a un petit personnage, comme si c'était un enfant qui n'était pas encore né, dans le placenta de sa mère, par exemple. On peut y voir un ancêtre, une naissance, un ancêtre, une filiation à partir d'ancêtres communs. Les anciens ne pratiquaient pas l'écriture et chaque découverte a son importance pour comprendre la culture marquisienne. Comme si ces pétroglyphes étaient les pages d'un grand livre dispersés sur les îles de l'archipel. Les marquises, quand ils faisaient des motifs comme ça, ils avaient 2 supports. Soit c'est la peau humaine, donc le tatouage, soit c'est sur la pierre. Voilà. Ou d'autres motifs qui ont pu disparaître. Il y a le bois. Oui, parce qu'on sait pas. Parce que toi, mais le bois, avec le temps, se perd. Oui. Mais que la pierre, l'être humain meurt avec les tatouages, mais la pierre reste. C'est quand même un support qui traverse le temps. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pétroglyphes qui ne se voient pas à l'œil. Et quand je les mouille, alors d'un seul coup, par les différents reflets, on voit un motif qui apparaît. Et de toute façon, pour les photos, c'est bien meilleur. Grâce aux explications de Pierre, Éric et Catherine ont des réponses aux questions qu'ils se posaient sur les motifs qui ornent cette roche. Merveilleux. Oui, puis on n'avait pas vu ce petit personnage dans le hippo. Ça, on avait vu une espèce de croix. Bon, c'était curieux parce qu'on en voit rarement, même la première fois. Et là, tout d'un coup, ce motif prend un sens nouveau. Donc, c'est plus... Il s'éclaire, voilà, comme en ce moment, avec le soleil. Et ces pétroglyphes, comme les sites archéologiques, sont en voie de disparition. Donc là, il faudrait vraiment... certainement surveiller un petit peu ça, protéger. On protège les oiseaux, on protège l'environnement, on fait attention au climat, mais il faut faire attention également à tout ce patrimoine culturel qui est étroitement mêlé à l'environnement, en fait, quand il fait partie de l'environnement. Allez, à la prochaine. Après quelques jours passés avec Éric et Catherine, Pierre termine sa mission aux Marquises. Il rejoint une autre île de l'archipel où il participe au projet de restauration d'un village traditionnel. Après 3/4 d'heure d'avion, il survole les côtes déchiquetées de l'île de Nukuiva. L'archéologue est membre d'une association locale, Ikokua, qui se bat pour que les Marquisiens se réapproprient leur culture. Aujourd'hui, il est attendu au CETAD, un centre de formation qui a lancé un programme pédagogique original. Ça fait plaisir de voir. Et là, vous êtes déjà en train de travailler alors. Ah, on a déjà c'est pas long là. Ici, l'association travaille avec un groupe de 15 élèves en difficulté scolaire qui reçoivent un enseignement général et technique. Dans l'atelier sculpture, les jeunes retrouvent les gestes de leurs aînés avec Jean Oukena, leur professeur. Artiste renommé, il a exposé ses œuvres à Paris, au musée du Quai Branly. J'ai essayé de draper, hein. Ça n'a pas été évident, mais... Il faut que tu essaies de... Là. Plus tu agrandis, plus tu as de l'espace pour travailler. Là, c'est mal ajusté, c'est pas bien. Donc déjà, nos élèves sont des élèves en difficulté, en enseignement général. Mais en arrivant ici, on les accueille comme ils sont. On essaie d'en forger à la sortie des sculpteurs. On peut pas dire que ce sont des artistes. En 3 ans, je trouve que c'est 3 ans très courts pour donner à un jeune une possibilité d'être un artiste. À travers cette formation, on essaie de leur inculquer ce que c'est que le respect du matériel, le respect du lieu de travail, le respect des personnes, tout ça. C'est dur de motiver, c'est sûr que c'est dur de les motiver.
Pourquoi? Parce qu'on vit peut-être dans un monde moderne sur lequel les jeunes apprécient plus le modernisme que la culture. Parce que la plupart du temps ici, je vais être honnête avec tout le monde, on aime l'argent facile. On va à la commune se faire embaucher. Mais on n'a pas cette passion de poursuivre ce métier. Oula, t'as encore des trucs à faire. Hein. Regarde. Ça, c'est un vieux cocotier en plus. Hein. Ils sont allés chercher les cocos là. Hein. Et les poteaux, souvent les poteaux de façade, justement, ils étaient, comme vous avez fait là, sculptés en forme de tiki. Alors les tikis, qu'est-ce que ça représentait? Souvent, vous avez une idée aussi. Des guerriers. C'est aussi intéressant de travailler avec les jeunes parce que vous avez à peu près 14 ans, 15 ans, 16 ans. Hein? 16. Oh là là, ouais, vous êtes vraiment très grand. Hein? Mais donc, malgré tout, ce sont des jeunes et il y a une érosion de la culture. Ce que connaissaient les anciens n'a pas forcément été transmis. Et donc, les jeunes, quand ils voient un pae-pae, c'est-à-dire une plateforme de pierre, alors qu'il y en a partout ici, hein, avant la population était très nombreuse, ils ne savent pas trop à quoi ça correspond, comment c'était construit, qui habitait là. Donc, c'est également pour leur donner des informations qui ne soient plus étrangers à leur propre pays. Demain, Pierre accompagne les élèves sur le site sauvé par l'association. À Atiéou, les jeunes du centre de formation retrouvent les membres de l'association Atitoka. Depuis 13 ans, ils travaillent sur le site. Ici, un village traditionnel a été dégagé et aujourd'hui, les bénévoles terminent la reconstruction de la maison du chef. Au centre d'une grande esplanade, les volontaires s'affairent à préparer la charpente. Aujourd'hui, plus personne ne couvre les maisons avec des végétaux. Les anciens qui connaissent encore la technique encadrent les plus jeunes. Pierre Ottineau a déterminé l'endroit précis où était construite la maison du chef. C'est lui qui en a dessiné les plans. Il cherche aujourd'hui à comprendre les techniques de construction. Comment tu passes le ki-hao là? Ah, donc il faut attacher tout en même temps. Tout en même temps. Voilà. Sinon, ça ne tiendra pas. C'est les encadrements. Ah, par là. Ça te fait prendre Voilà. le coup, là. Attends, là, Vous apprenez à leur côté? Énormément, parce que ça, là, je ne suis pas du tout doué, là. C'est Tayara, Patiri et tous les autres qui m'apprennent. Que moi, c'est plutôt les cailloux. Je leur apprends à faire des relevés, à placer les pierres, à reconstituer un petit peu les sites, faire du décapage de pavage ou des sondages. Mais là, tout ce qui est la construction au-dessus des plateformes de pierre, là, c'est eux qui m'apprennent tout, là. Si je veux changer de place, on peut. Patiri est guide nature et participe au projet depuis le début. On est content parce qu'ils nous apprennent des choses et on fait des échanges. Tout ce qu'on connaît, on le transmet. Donc il vit la vie marquisienne. C'est des échanges. Ça fait partie de notre culture. Il transmet son savoir-faire et je transmets le mien. Après avoir appris à recouvrir un toit en matière végétale, les élèves du centre de formation posent maintenant le poteau sculpté qu'ils ont fabriqué à l'atelier. Ok, c'est bon. Mais le cours ne s'arrête pas là. Il faut ensuite tailler d'autres poteaux qui serviront pour la construction des futures maisons. David, le professeur de français et d'histoire, a rejoint le groupe. Avec Jean, le professeur de sculpture, il est à l'origine de ce projet pédagogique. C'est en travaillant sur la sculpture qu'ensuite je peux travailler moi en classe, en français avec eux. Partir dans une classe avec des élèves en échec scolaire qui rejettent le français et l'écrit en particulier, c'est impossible si on ne va pas sur le terrain. C'est impossible. Quand on part sur le terrain, ça passe par un échange et il y a un savoir-faire. En fait, je me retrouve parfois dans la position
de l'élève. Ils m'enseignent des choses, beaucoup de choses, j'apprends beaucoup de choses avec eux. Et à partir du moment où ils se rendent compte qu'ils ont des choses à transmettre, après en classe de français, ça va beaucoup mieux dans leur manière de penser. Le savoir, ça passe par le voir d'abord. Si on passe sur le terrain, ça n'a aucun sens. Le patrimoine, ça nous permet de réinsérer les élèves socialement ensuite dans la société et qui ont envie de partager ensuite. Tu arrives là, regarde. Il est parti dans l'autre sens. Ici, tu dois arriver ici. Et ça doit faire ça, regarde. Si les Marquisiens sont des survivants, pourtant beaucoup de leur savoir-faire, que l'on croyait disparu, ont pu être sauvegardés. À Ferré, par exemple, c'est encore utilisé l'écorce de l'hibiscus, celle qui sert à fabriquer les liens de la charpente. Et bien c'est ça, ils connaissent énormément de choses, moi je trouve, même beaucoup plus que ce qu'ils en disent. Parce qu'il y a eu une chute démographique abominable quoi, au XXe siècle. Ils sont passés de 100 000 ou 80 000 habitants à 2 000 habitants, donc il y a eu une perte énorme. Mais il y a encore des tas de choses qu'ils ont conservées malgré tout. Le travail sur le toit de la maison est terminé et Pierre nous réserve une dernière surprise. Il emmène les élèves découvrir le banyan, l'arbre mythique qui protégeait chaque village. Le chef doit offrir prospérité, alimentation et protection à sa population. Comme le banyan offre et fournit la prospérité au peuple des oiseaux, parce qu'ils peuvent venir picorer les figues, donc se nourrir sur le banyan. Et également, il y a les branches sous lesquelles ils peuvent se protéger. À cette époque, aux Marquises, le banyan était le symbole de la puissance du chef de la tribu. Et c'est un arbre tellement exceptionnel, souvent il confiait les os des ancêtres au banyan. Et donc, en fin de compte, les racines recouvraient, protégeaient ces ossements et les intégraient d'une certaine façon. Donc, les ancêtres, bien protégés par le banyan, étaient encore présents au sein des vivants, de la communauté. Cette cathédrale végétale de 500 ans fait plus de 30 mètres de diamètre. On fait une visite de courtoisie. Et comme ça, on montre aux ancêtres qu'il y a toujours une relation entre le monde actuel, le monde des vivants, et le monde des anciens. On apprécie leur travail. Au fil des ans, l'arbre a recouvert une partie des vestiges de l'ancienne cité. Et souvent, c'est l'avantage de cet arbre, il ne détruit pas les plateformes de pierre. On pense qu'il les détruit, mais en fin de compte, il épouse la forme. Pour fêter la fin du chantier avant la nuit, l'association organise un kai-kai, un repas traditionnel pour tous les constructeurs bénévoles. Au menu, cochon grillé, poisson au lait de coco et fruits de l'arbre à pain enroulés dans des feuilles de bananier. La préparation est disposée dans un four polynésien creusé à même la terre où chauffent des pierres de lave. Un four comme ça permet de rassembler pas mal de monde pour manger ensemble. Ça récompense tout le monde, tous les efforts de tout le monde, quoi. Et l'effort est mérité, quoi. Après 3 heures de cuisson en pleine terre, le kai-kai est prêt. Mais avant de le déguster, les hommes font le traditionnel haka des peuples du Pacifique. Défendre leur patrimoine, sauvegarder leur tradition. Après avoir sauvé le site d'Atiéou,
les bénévoles ont pour projet de continuer à faire revivre leur histoire. L'année prochaine, ils ont décidé de sauver un autre village dans une autre vallée.